Elles ont trouvé, il et elle, ont trouvé des infos comme quoi la personne était recherchée. Au début, je pensais que peut-être faire une école, c'était peut-être pas si utile que ça, parce que tout est trouvable sur YouTube. En fait, ça fait la différence entre un pro et un amateur plus plus. Un amateur plus plus, il va connaître tous les mots techniques et les machins, mais en image ou ce qui va rendre en produit final, bah ça va être nul. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode donc, de Focus. Focus, qu'est-ce que c'est? Focus, c'est un épisode qui met en avant donc, des professionnels dans le milieu de l'art, à savoir des photographes, des modèles, des maquilleuses, des stylistes. Et aujourd'hui, on a des invités parmi nous qui sont le studio Dream Z, donc, qui est représenté par Nabil et Marc. Salut. Salut les gars. Et en maquilleur professionnel, on a le plaisir d'accueillir donc Ornella Frozy. Hello. Hello. Alors, moi, je fais la présentation, mais je pense que le plus important, c'est que vous vous présentez. On va commencer par les dames. Ornella. Oui, c'est moi. Alors, je m'appelle Ornella Frozy. Je suis maquilleuse professionnelle depuis bientôt 3 ans. Okay. Et je suis en freelance. Voilà. D'accord. Nabil, Marc, commence. Oh, Nabil, hein. Chacun. C'est pas facile de se présenter. Non, franchement, je sais pas. Par contre, on peut commencer. C'est pas facile. Bon, on est Studio Dreams Production, ça c'est sûr. On est ouvert depuis à peu près 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Je sais pas. Tu fais de la photo? Ouais, en fait, à la base, on faisait de la production, donc photo, vidéo. Et comme je disais, depuis 2 ans, on a aussi notre studio. Donc, on fait de la location, mais on s'en sert aussi pour nous. Et toi, Marc, du coup? Salut, moi c'est Marc. Je suis photographe depuis... J'ai mon bac pro photo, ça fait 7 ans du coup. Okay. Je suis photographe et on s'est lancé avec Nabil depuis 2 ans là pour notre production et on a aussi du coup ce studio là qu'on loue et qu'on fait nos prods aussi ici. D'accord. Mais du coup, comment vous êtes venu l'idée donc de vous associer pour créer un studio? Ah, c'est dur ça. Parce qu'en fait, déjà de base, ça fait longtemps qu'on... Ouais, toutes les questions, ouais, on va passer. Nous, on est juste là pour les potins en fait. On est là juste pour bitcher, parler des méchants dans le secteur. Ouais, voilà. Okay. Moi, j'attends ton passage. On verra. Mais non, en vrai, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, hein, peut-être 7, 8 ans. Donc, avant même l'ouverture du studio. Ouais, ça fait un moment qu'il me supporte. Il en a marre. Déjà, ouais. Mais quand même, cette fusion d'ouvrir quelque chose, parce que vous aurez pu créer un collectif de photographes. Et sur tous les projets, vous êtes présents à 2. Mais là, ouvrir un studio, je pense que c'est pas quelque chose qui est commun à chaque photographe de se dire ça. En fait, c'est surtout se professionnaliser sur un truc. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, bah la photo ou la vidéo ou le make-up ou tout le reste, c'est juste un amusement. Et donc nous, du coup, on s'est dit, bah quitte à faire de la photo et de la vidéo avec nos prods et tout, autant ouvrir un studio et pouvoir de temps en temps le louer à toutes les personnes qui veulent. Et donc on s'autorise nous à faire nos trucs. Et en plus de ça, bah si on peut faire kiffer des gens, c'est pour ça qu'aussi on est très très bien équipé, parce que du coup on fait aussi nos productions et que on fait nos photos, on fait nos vidéos pour nos clients. Et donc ce lieu-là, il a été créé pour les créatifs comme vous, quoi. Et du coup on accueille tout le monde, on le loue avec grand plaisir, on vous aide à faire les lumières à chaque fois. Donc mais il y a aussi un autre truc, je pense, c'était aussi le fait d'avoir notre espace à nous. Enfin, tu sais, quand on a des productions, on travaille à 2 sur des trucs, c'est bien d'avoir notre espace, pas juste se poser à Starbucks. Enfin, tu sais, des fois la Wi-Fi elle marche pas, des fois c'est pas à l'aise. Là, on est là, on a besoin de travailler, on a notre espace, il y a personne qui vient nous déranger. Parce que l'avantage en plus de ça, c'est que vous êtes au centre de Paris, là, vous êtes vraiment pas loin du Grand Rex, donc pour le coup, c'est très pour les... Il n'y a pas d'excuse, quoi, pour ne pas nous venir totalement. Ici. Ok, d'accord. Ça va. On est à côté de la gare du Nord, à côté de Châtelet, à côté du Louvre. S'il faut aller chercher un truc à manger vite fait, t'as un peu de tout. Enfin, c'est vraiment sympa dans tous les points. En fait, ici, comme on est au centre de Paris, on a une assez grande accessibilité en transport. Du coup, qu'il y ait grève, qu'il neige ou quoi, il y a toujours la possibilité. Voilà, c'est ça. Pas d'excuse pour venir travailler et il n'y a pas d'excuse pour venir créer. En fait, c'est surtout ça. En gros, si je comprends aussi bien, c'est que
en plus d'être un lieu de travail donc pour faire des photos, que ce soit l'aspect retouche et tout, vous le faites aussi en général ici. Ouais. D'accord. Ok, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, on est directement dans les locaux donc de DreamZ, de Marc et de Nabil. Et déjà, merci de nous avoir accueillis là pour le coup sur ce premier épisode directement à domicile chez vous. Et du coup, on est là. Ça fait. Enfin, comment t'es venue l'idée déjà de te spécialiser dans le maquillage? Alors en fait, j'ai un parcours un peu marrant, on va dire. J'étais destinée, on va dire, enfin j'ai toujours voulu depuis toute petite être comédienne à la base, donc j'ai toujours un peu baigné dans l'art. En tout cas, j'ai toujours essayé. Et ensuite, il y a eu le confinement qui a fait du bien et du mal à tout le monde, je pense, mais qui a en tout cas été, je pense, un peu révélateur pour beaucoup de monde. Oh, totalement. Et à ce moment-là, je me suis demandé ce que j'allais faire. Je me suis un petit peu posée, puisque le monde du théâtre était à l'arrêt total, donc c'était un peu compliqué de ce côté-là. Et me vient un moment comme un autre pendant un jour de l'an où je maquille, comme à mon habitude, une amie à moi. Donc je la maquille, je l'habille, parce que c'était moi la maquilleuse de mes amis, de tous les événements de ma famille, etc. Ça a toujours été là. Mais je ne l'avais pas conscientisé à ce moment-là. Je la maquille et elle se regarde et elle me dit avec des yeux pleins d'étoiles qu'elle s'est jamais sentie aussi belle de sa vie et elle a pris vraiment une énorme tasse de confiance en elle à ce moment-là. Et je sais pas, ça a été comme un petit déclic personnel où je me suis dit waouh, j'ai un petit pouvoir entre les mains à mon échelle. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. J'ai cherché quelques jours après s'il y avait des écoles. J'ai commencé à me renseigner et je tombe sur le premier site que je vois, c'était la Make Up Forever Academy qui faisait sa journée porte ouverte. D'accord. 2 jours après ou le lendemain, je m'en souviens plus. Donc j'y vais et j'ai mis un pied dans cette école et j'ai fait OK, je crois que c'est exactement ça que je veux faire. Et donc j'ai économisé 1 an pour pouvoir accéder à cette école et puis voilà, j'ai fait la formation de 6 mois à la Make Up Forever Academy et me voici. Parce que Voilà. déjà de 1, c'est très coûteux les écoles de maquillage. Oui. Et en plus de ça, il y a un truc que moi j'ai appris, c'est que les diplômes qui sont donnés à la fin, ils sont pas vraiment reconnus. Il y en a très peu reconnus, mais c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette école. C'est qu'à ce moment-là, c'était récent, le diplôme était reconnu par l'État. D'accord. Donc ça t'a pas découragé parce que pour une grande majorité de maquilleuses, maquilleurs également, on a le côté où on se dit, en fait, il n'y a pas de diplôme qui est vraiment certifié et reconnu, Ouais. mais au moins une école qui coûte plus de 8 000 voire 10 000 euros. Ah ben c'est les prix, oui. C'est à peu près ça. Ouais, pour 6 mois. Pour 6 mois. Ouais. Mais je regrette pas du tout cette école. Hein. Vraiment, je la referais 1000 fois, mais c'est un coût. Il y a eu un accompagnement aussi donc, du côté de l'école où il y a une sorte de pistage qui se fait aussi à la fin, dans le sens où, écoutez, vous avez un catalogue qui est bien garni d'agences ou de personnes avec qui non. Alors. Non, mais après, je sais que de façon générale, que ça soit même dans la photo, dans les écoles de photo, de mannequinat et tout, il n'y a pas une clé vraiment en main qu'on te rend à la fin de ton diplôme, quoi. Là où j'ai pas été extrêmement déstabilisée, puisque dans le théâtre, c'est exactement la même chose. Okay. On a beau faire 1000 écoles de théâtre, à la fin, on sort avec un diplôme qui ne vaut pas grand-chose dans le métier, puisque même si c'est reconnu par l'État, pour le maquillage, je reviens au maquillage quand même, même si c'est reconnu par l'État, en fait, le but, c'était de pouvoir tout de suite me lancer en freelance. Okay. Pour se lancer en freelance, il faut un diplôme pour pouvoir accéder à un certain statut d'auto-entreprise. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Mais sinon, on peut très bien... il y a énormément de maquilleurs, maquilleuses qui sont autodidactes et qui sont tout aussi doués. Oui, totalement. Après, personnellement, je préconise quand même de faire soit une école, soit une formation avec des professionnels pour au moins avoir quelques bases, notamment sur l'hygiène, qui est quelque chose dont on n'a pas conscience quand on ne connaît pas le métier, mais l'hygiène, c'est la base vraiment dans le maquillage, donc c'est extrêmement important.
Et puis après, toutes les techniques que j'ai apprises et que je ne regrette absolument pas. Mais voilà. Je pense que aussi en termes de technique, ça soit pour maquiller une peau noire, parce que moi je sais que il y a 7-8 ans, j'ai été figurant dans un film. Et en fait, le problème, c'est que la maquilleuse, elle savait pas maquiller une peau noire. Et du coup, donc, ok, moi je laisse mon visage faire, fais le maquillage et t'as fait tout. confiance. Mais le rendu, j'étais vraiment comme si j'étais malade, en fait. J'étais tout pâle. Et au montage, en fait, vu que le rendu n'était pas cohérent, ils ont juste gardé ma voix, en fait, dans le à cause du make-up. Vraiment, c'était une scène où t'as le prof qui se retourne, qui commence à écrire au tableau. Normalement, le plan, c'était prévu de moi faire un focus sur moi, qui pose la question. Mais vu que ça n'allait pas, bah, du coup, il y avait juste ma voix derrière qui dit Monsieur, j'ai une question. Il est passé acteur principal en doubleur voix, tu vois. C'est ça. En fait, il a juste dit ouais, j'aime bien ta voix, je vais garder sur la bande. Mais c'est vrai que pour le coup, l'idée de faire vraiment une école, non seulement ça te certifie, tu apprends les bases de comment il faut faire, et aussi, bah, il y a des techniques en fonction des différents types. Oui, bien sûr. Bah, tu as des techniques qui s'adaptent aux différentes carnations, au type de peau, c'est-à-dire une peau qui va être plutôt sèche, plutôt... Enfin, voilà, tous les types de peau, tous les âges aussi, les maladies de peau aussi. On ne va pas maquiller une peau acnéique comme on va maquiller une peau qui a un vitiligo. Voilà. Il faut aussi s'adapter à toutes les allergies des gens. Voilà, c'est tout un... c'est tout un art. C'est ça, exactement. Mais c'est important d'avoir les techniques pour éviter du coup ce genre de désagrément qui peut être en plus très compliqué parce que toi c'était une fois et je pense que ça t'a peut-être pas non je vais pas partir là-dessus, mais ça t'est arrivé une fois, mais il y a des mannequins pour qui ça arrive, c'est un fléau quoi. Ça l'était beaucoup plus avant, maintenant on est beaucoup plus formé à ça, mais pas assez, je pense pas assez. Et oui, c'est une technique différente. Mais je veux pas taper sur les doigts des autres maquilleurs, maquilleuses. Au contraire, qu'on se soutienne le plus possible. C'est comme ça qu'il faut fonctionner dans ce métier. Mais je tiens à dire quand même que quelqu'un un maquilleur ou une maquilleuse qui ne sait pas maquiller différentes carnations, fuyez. Voilà. C'est vraiment... C'est pas normal. On est censé pouvoir maquiller toutes les carnations. C'est notre métier. Mais du coup, les gars, vous, par rapport au studio et l'organisation, comment vous arrivez à vous répartir les... Avant de partir sur ça, là, on parlait un petit peu de tout ce qui est école, pas école. Oui. Et je sais pas si tu as aussi un problème parfois de vocabulaire. Tu sais, quand tu as fait une école, je pense que tu as certains mots, certains... Oui. Et je sais que moi, j'ai ressenti ça un petit peu, c'est que Marc a fait une école, moi, j'en ai pas fait. Et parfois, c'est un peu... Tu sais, il te dit, ouais, est-ce que tu peux me passer tel truc? Sauf que moi, je sais pas c'est quoi. Pour moi, ça s'appelle, je sais pas, un bol, un machin, mais il y a un nom précis. Il y a une sémantique particulière à la photo. Et OK. Donc, c'est vrai que je me dis... Au début, je pensais que peut-être faire une école, c'était peut-être pas si utile que ça, parce que tout est trouvable sur YouTube. Mais de plus en plus, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses peut-être que dans lequel ça peut être bien de faire une école. Je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que ça a été utile quand même ou... Bah, en fait, une école, ça t'apprend vraiment la base de ce que tu veux faire. Et le vocabulaire, en fait, technique, que ça soit dans l'audiovisuel en général, bah, ça vient sur les différents pôles. Et si t'as jamais mis les pieds sur un plateau ou juste regarder sur Internet, ça suffit pas. Si on met pas le pied sur un plateau, sur un studio ou quoi, en fait, on comprend pas telle et telle chose, ça sert à quoi. Et justement, en fait, une école, ça te donne l'accès au matériel et aux mots techniques et aux noms techniques de l'objet en question. Mais si sur d'autres plateaux, si on va sur des plateaux, c'est vrai qu'il y a d'autres termes qui sont utilisés, beaucoup plus poussés, parce que justement, c'est des gens qui pratiquent beaucoup plus et c'est des choses qui ne qui remettent pas au goût du jour à l'école. L'école, ça a été vraiment fait de façon à ce que tu apprennes des formules, mais en fait, il y a des formules qui te servent à rien. Par exemple, en photo vidéo, il y a beaucoup de formules, même en lumière et tout, beaucoup de formules, mais en fait, il y a des formules, tu vas pas les appliquer tout de suite. Ça sert à rien. Ouais, je t'imagine en 7, t'es en train de calculer, des fois t'as pas le temps. C'est ça, et puis même ça va dépendre
style de photo, même de vidéo que tu fais. Tu as tellement de domaines. C'est ça, du flow de mouvement et tout. Tu sais que tu es orienté vers tel réglage, bah, tu vas appliquer que ça, en fait. Donc, ok, d'accord. Bah, de toute façon, dans nos métiers, je pense qu'il n'y a pas plus parlant et plus la meilleure école, ça reste le terrain de toute façon. Tu as beau faire 10 ans d'études ou 0, si tu mets pas, il n'y a que sur le terrain que tu vas te tromper, apprendre, te retromper, réapprendre. Et puis voilà, c'est l'école. C'est ça qui fait la différence. Ouais, c'est ça qui fait la différence entre une école et les gens qui ont vraiment bossé à côté. En fait, quoi qu'il arrive, même si tu commences sans avoir d'école, bah, ce qui est bien, c'est que si tu apprends sur le terrain, si tu fais beaucoup de terrain, moi j'ai mélangé les cours et les shoots en extérieur, ce qui fait que du coup j'ai beaucoup plus d'expérience pro que mes camarades de classe qui étaient dans ma même promotion. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mon jeune âge, j'ai le droit, enfin j'ai la capacité d'ouvrir un studio. Tu vois, avec Nabil, on est quand même relativement jeune. Donc ça fait tout de suite la vie. Mais il y a quand même de l'expérience. Hein. Là, c'est une jeunesse qui se veut tellement pratique. Pour le coup, bah, clairement, moi c'est voilà, je vais pas te donner un âge, ok, mais pour moi, clairement, avec l'expérience et même l'école ou même pas école que vous avez eu, bah, le fait de pratiquer énormément, on se réfère à vous et on sait que bah, pour le coup, vous avez vraiment une expertise dans ce que vous faites. Et bien sûr, ça se veut évolutif. Mais derrière, on se dit, OK, ils savent de quoi ils parlent. Et même s'ils n'ont pas un nom spécifique sur un outil, ils savent à quoi ça sert. Oui, c'est ça. En fait, ça fait la différence entre un pro et un amateur plus. Un amateur plus, il va connaître tous les mots techniques et les machins, mais en image ou ce qu'il va rendre en produit final, bah, ça va être nul. Après, l'art, techniquement. Oui, c'est subjectif. Ah non, là, c'est dur, c'est dur. Subjectif. Mais entre les gens qui alignent plusieurs milliers d'euros pour pouvoir acheter tel et tel matériel, et qu'au final, le résultat que toi tu fais avec un tout petit appareil nul, en guillemets, il est largement supérieur en termes de photos. Ouais. Tu te dis, bon, bah, en fait, c'est ça qui fait la différence entre un pro et un amateur plus. Mais même, c'était pas forcément. C'est encore une autre catégorie. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a c'est quand même plus agréable d'avoir les meilleurs outils en sa possession pour pouvoir vraiment pousser son art au maximum et avoir toutes les clés en main pour être le plus performant et le plus performant possible. Mais un bon artiste, logiquement, et c'est mon point de vue aussi, et je le partage du coup, c'est quelqu'un qui va pouvoir bricoler avec 3 fois rien. C'est ça. Et que ça donne quand même quelque chose. Donc, parce qu'il y a une vision et une technique. Là, clairement, avec un pinceau. Avec mes mains. Voilà. Donc, juste avec mes mains. C'est incroyable. Mais après, j'ai l'impression que là, tout le monde se considère artiste, mais peut-être que les gens oublient que c'est aussi... Enfin, pour moi, quand on est photographe, on est aussi un petit peu technicien. Ah oui, oui. Enfin, le client, il s'en fout que tu es un artiste, enfin, que tu sois un artiste ou pas. Enfin, quand il veut sa pub, par exemple, de filmer, il faut qu'elle soit bien filmée, propre, machin. Des fois, l'art, ça a sa place, mais quand on demande de faire un truc, il faut bien le faire. Enfin, je sais pas si... Ouais, tu peux pas dire non, mais c'est artistique, t'inquiète. Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Bon, on est au service d'eux. Hein. On a des métiers au service d'eux. On se plie à une DA, à une... Moi, ça peut être des photographes, justement, qui ont déjà une DA, qui ont déjà un moodboard, même make-up, très souvent. Ou pareil, une pub, ou ça peut être tout simplement une campagne pour de la crème pour le visage. J'ai pas commencé à m'amuser à faire des liners. Évidemment, je me plie au truc et je fais quelque chose d'extrêmement naturel où on voit pas le make-up. Ok. Mais là, vu que là, on est en train de parler de matériel qui permet de pas de se professionnaliser, mais d'avoir un certain résultat. Vous, dans votre studio, vous avez tourné énormément en matériel parce que je sais que dans les débuts, quand je suis venu, c'était pas pareil. Hein. Voilà, c'était pas pareil. Voilà, je vais pas citer des marques, mais là, aujourd'hui, au niveau du matériel, il a clairement évolué. Pour vous, comment déjà vous avez eu l'idée de se dire, OK, là, pour le coup, c'est le moment de changer, faut acheter telle chose? Est-ce que c'est arrivé naturellement parce que les moyens financiers ont permis cela, ou est-ce que c'est pour un tel besoin, il faut changer le matériel?
Bonne question. Je vais répondre pour la plus grande partie, comme il y a pas mal d'achats on se concerte. Au début, c'est vrai qu'on a commencé avec du Godox. C'est la marque qu'il veut pas citer. C'est la marque référente. C'est bien quand on commence et que on n'a pas beaucoup de budget. En vrai, on a commencé avec des toutes petites lumières, on a des flashs qu'on a gardés. Ok. En vrai, les flashs Godox ils sont super, mais les lumières continues chez Godox c'est moins puissantes. On en avait et on s'était mal orienté au début parce que nos productions, on se concertait que sur ça. Du coup, on faisait par rapport à ce que, en guillemets, on avait besoin. Et en fait, nous, au fur et à mesure sur nos productions, la demande s'agrandissait. Et du coup, on devait avoir tout le matériel qui suivait par rapport aux besoins techniques sur les plateaux qu'on devait gérer. À chaque fois, le client, on vient dans sa boutique, chez lui. C'est pas assez éclairé. C'est pas assez celui. Donc, au fur et à mesure, on finance des choses et on ajoute des optiques, des caméras, on achète de la lumière. Donc, principalement ici, c'est vrai qu'on a beaucoup les volumeurs en lumière. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent utiliser la lumière continue chez nous. Mais il y a encore des gens qui utilisent du flash. Justement, ça, c'est la question que j'avais posée parce que sur le côté technique, moi, c'est une question aussi que je me pose tout le temps. C'est quoi la différence entre utiliser un flash et une lumière continue? Attends, avant de répondre, je veux dire que c'est un menteur. La majorité des achats, c'est des achats compulsifs. Ah oui, d'accord. On se dit en vrai une caméra. Ouais. Voilà. On en est tous là. Ouais, mais c'est vrai que le côté résolution de problème, comme il disait, c'est une grande partie aussi souvent. Je sais pas si vous ressentez ça, mais des fois, t'es bloqué, t'as pas le choix. Oui. Tu veux faire un truc, tu peux pas. T'achètes selon les besoins, en fait. C'est ça. Ouais. Peut-être au début, tu maquillais, je sais pas, une personne de ta famille, du coup, t'avais besoin plus de sa peau. Puis après, tu commences à maquiller des peaux noires, peut-être asiatiques, j'en sais rien, et du coup, t'as pas le choix, tu dois. J'ai dû. Enfin, mon kit, pareil que vous, je pense, il a pris forme petit à petit. Il était tout petit au début, il y avait quasiment rien. Et au fur et à mesure, t'achètes selon les besoins, selon tes envies, selon les petits moments de pulsion. Souvent des grosses pulsions là. Ouais, très Comme nous, on anticipe un peu les effets de mode qu'il y a en lumière. Du coup, c'est assez. On s'y prend beaucoup à l'avance. Et on essaye de regarder ce qui marche bien chez les autres studios et on copie un peu. C'est vrai que là, aujourd'hui, on a des lumières qu'on propose à un certain prix. Notre studio, on le propose à un certain prix. En termes de prix, on est le plus bas et en termes de matériel, on fait partie des plus gros. Okay. Donc, du coup, on propose des trucs qui a vraiment rien à voir. Mais c'est surtout qu'on en a besoin pour nous, en premier lieu. Mais aussi, il y a des gens qui viennent, des habitués ou des nouveaux qui viennent et ils sont étonnamment surpris des lumières qu'on propose parce que justement, en fait, c'est l'effet waouh qu'on veut proposer nous et c'est une expérience en fait. Ici, en tout cas, c'est l'expérience qu'on vous proposait à chaque fois, c'est un truc premium de ouf. Même si beaucoup c'est de la compulsion. Alors on va acheter ça, ça, mais en fait après, du coup, quand il y a des plus petits photographes qui viennent, eux ils ont les yeux qui brillent et nous ça nous fait grave plaisir parce que du coup c'est aussi on se met à leur place, c'est que l'argent c'est pas évident à avoir. Du coup on fait à des prix pas chers et qu'en plus de ça on propose du haut de gamme, très très haut de gamme en produits en lumière, en matériel et donc du coup en fait, le mec qui a mis l'argent dans le studio, il va se dire, en fait, je vais kiffer ma race. Et c'est comme ça qu'en guillemets, on fidélise nos clients. C'est parce que, on les aide à faire la lumière. Parce qu'on leur, en fait, on les aide. Oui, il y a un très, très gros accompagnement, ouais. Ok, d'accord. Mais du coup, dans cet accompagnement, dans ta question, c'est quoi le mieux c'est quoi la différence entre lumière continue et du flash? En fait, si tu veux, il y a deux grandes familles. En fait, c'est qu'une préférence. Le flash, ça fige vraiment le mouvement. Ça tape un grand coup. Et donc, ça fige ton mouvement. Donc, à un moment donné, ça donne un autre style d'image. Il y a les flashs avec des ampoules dessus. Et il y a des flashs avec de la LED dessus. Donc, ça va être deux styles de flash différents aussi. Mais une fois que ça fige, en fait, le flash, c'est conçu, en guillemets, pour figer. Mais ça balance beaucoup plus de puissance que de la lumière continue, quoi qu'il arrive, déjà de base. Et la lumière continue,
c'est en guillemets une simplicité qu'on peut avoir. En fait, on trouve directement le résultat de ce qu'on va faire direct. Ok. Ça, après, un vidéaste, justement, il va utiliser une lumière continue parce que il a besoin d'un retour. Et même, par exemple, ça va être complètement bête ce que je vais dire, mais pour maintenant, on vit dans l'ère des réseaux sociaux. Pour les gens qui souhaitent faire des stories, en fait, c'est beaucoup plus appréciable de faire en lumière continue. Tu peux faire autant de stories que tu veux, et on peut en faire des très belles. Et les gens qui shootent au flash, malheureusement, on peut pas faire beaucoup de stories de leur shooting bien au la flash. story là, C'est ça, c'est très épileptique. Et donc, du coup, il y a aussi ce truc-là de se mettre à jour ou pas. Et en vrai, le flash, il y en a de moins en moins. Il y en a des très bons, il n'y a pas de souci. Tous les fabricants sortent des flashs tous les ans. Mais nous, en tout cas, ce qu'on recommande aussi pour tous les photographes et vidéastes et tout ça, quand ils viennent chez nous, souvent, on va leur proposer la lumière continue parce que justement, c'est plus appréciable. Et puis, on voit ce qu'on fait. Ouais, mais même pour le make-up, la lumière, elle est là, tu vois directement le make-up comme aérant. Le flash, vas-y, t'as une. C'est complètement différent. Ouais. On fait des tests normalement si le photographe ou la photographe est sympa. On fait des tests avant. Mais du coup, là-dessus, comment tu évalues ou comment tu fais ton maquillage en fonction de la lumière? Parce que un maquillage avec une lumière chaude, le rendu sera différent plutôt qu'une lumière plutôt bleuée. Ouais. Alors déjà, je pense que avant même d'arriver sur un tournage, sur un shooting, peu importe le domaine ou le type de job que c'est, on va devoir anticiper et poser le max de questions. Ok. Donc déjà en amont, je vais demander, je vais pas déjà amener les mêmes choses, le même matériel si c'est un shooting corporate par exemple, ou si c'est une interview, si c'est une vidéo YouTube, si c'est de la télé, si c'est voilà. Après, selon les domaines, on a aussi l'habitude de fonctionner un petit peu. Tout le monde a un petit peu ces stéréotypes de lumière et de façon de travailler. En télé, c'est des lumières très fortes. C'est du studio, c'est un peu tous les mêmes. Oui. Shooting beauté, pareil. On commence à avoir un petit peu l'habitude de tel et tel domaine. Et du coup, on sait déjà en avance les lumières et les choses qui vont être demandées et attendues. En revanche, on peut être surpris quand même parfois. Et puis même dans le même shooting, il peut y avoir un moment en lumière continue et un moment en flash pour un effet différent. Et ben à ce moment-là, on s'adapte. Je pense que c'est le propre mot du métier de maquilleur et des autres métiers d'ailleurs. On s'adapte, c'est-à-dire qu'on fait son make-up et puis faut pas avoir peur, faut pas avoir d'ego et faut pas avoir peur de changer ce que tu viens de faire. Si tu te rends compte que ton make-up ça ne va pas du tout, faut apprendre à s'imposer un petit peu à ce moment-là, à dire stop, mon make-up ça va pas. Tu prends évidemment 5 minutes et pas 1h30 pour refaire ton make-up parce qu'on n'est pas là pour t'attendre. Et on sait très bien que le temps c'est de l'argent sur les shootings et sur les tournages. Partout. Voilà, oui, tout le temps d'ailleurs. Donc je pense que c'est juste ça le propre mot, c'est de s'adapter. Tu fais ton make-up, tu sais à peu près dans quelle lumière tu vas fonctionner. Tu fais le plus de tests possible. Tu demandes toujours, est-ce que je peux avoir un retour caméra, un retour flash, un retour pour voir un petit peu où tu te places. Et puis, si ça va pas, eh bien, tu t'accroches, tu serres les dents et tu fais en sorte que ça aille très vite. Comment tu définirais, pour le coup, ton style de maquillage? Alors, on va dire que je commence à me spécialiser avec beaucoup de modestie. En tout cas, c'est ce que je préfère faire. C'est le make-up, no make-up. Donc, c'est vraiment jouer avec préparer au maximum la peau pour que une fois que tu utilises ton maquillage, ce ne soit pas perceptible. À l'image, que ce soit de la vidéo, de la photo, voilà, ça peut être... c'est très souvent demandé en mode, c'est très souvent demandé en beauté aussi sur des campagnes publicitaires de crème, même de make-up, de blush, de choses comme ça. Et voilà, c'est ce que je préfère faire. Après, de là à dire que je suis spécialisée ou que j'ai vraiment une patte, j'espère en avoir une peut-être plus tard, mais en tout cas, pour le moment, voilà, le make-up, no make-up, j'adore ça. Après, ce que j'aime beaucoup faire, c'est jouer avec les textures.
Sur mon Instagram, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas quand je vais en soirée ou autre, connaissent pas du tout le make-up et qui sont assez étonnées de voir que je poste des photos avec des masques, avec du bleu sur le visage, sur la peau, etc. Donc ça peut être un peu surprenant, mais en tant que maquilleur, ce qui est un petit peu drôle, c'est qu'on renoue un peu avec l'enfant intérieur et on s'amuse juste avec des textures, des formes, des couleurs. Voilà, c'est vraiment de l'amusement plus qu'autre chose quand même. Bien. Donc ça veut dire que, par exemple, le body painting, c'est ça, hein, si je le prononce. Ouais, body painting. Ouais. Le face painting ou avec des nuages et tout, c'est quelque chose que tu sais faire. Le body painting, on va dire que j'ai pas de formation là-dedans. Okay. Ah, parce que c'est un autre. Ouais, c'est assez technique quand même le body painting. C'est quand même des vraies techniques de peinture pour le coup, qui exige un niveau de connaissance et de technique de colorimétrie, de profondeur aussi comme sur un tableau. Sauf que le tableau là, c'est le corps. C'est ça. Mais c'est beaucoup plus c'est une autre formation encore que je n'ai pas. Face painting, oui, c'est un petit peu c'est rigolo de temps en temps de maquiller, c'est pas évident de tenir un enfant de 3 ans sage pendant 5 minutes, c'est assez compliqué, donc faut être très très rapide, mais c'est un peu rigolo. J'en fais très peu, mais c'est assez amusant de temps en temps pendant les périodes de fête ou les choses comme ça d'en faire. Mais ouais, ce que je préfère, c'est quand même les textures, tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, de s'amuser un peu avec les formes, avec les textures. Voilà, j'adore ça. D'accord, très intéressant. Mais du coup, pour revenir à la question, comment vous répartissez les tâches, les responsabilités? Parce que si le studio, il y a un client qui a réservé une heure et que de l'autre côté, il y a un autre client aussi pour un tournage, comment vous répartissez la tâche? Enfin, déjà, de base, il faut juste préciser, Marc fait plus de la photo, moi plus de la vidéo. Alors ça, c'est la question aussi, j'allais vous poser. Tu me voles les mots d'amour. Je vole vraiment toutes tes questions depuis tout à l'heure. On va changer de rôle. Là, je te jure, bah vas-y. Vous êtes complémentaires du coup? Ouais, bah plus ou moins, parce que maintenant, de plus en plus, les clients, ils veulent qu'on fasse les deux. Ok. Oui. Et donc, cette responsabilité par rapport au studio, et comment vous répartissez? Ça veut dire que, par exemple, s'il y a un tournage vidéo à faire et qu'il y a une location, si c'est dans mes compétences vidéo, c'est peut-être mieux que j'y aille. Okay. Si c'est un shooting photo, c'est peut-être mieux que Marc y aille. Enfin, ça dépend du projet, en fait, à chaque fois. Si ça demande des lumières plus techniques, et peut-être que Marc, vu qu'il s'y connaît mieux en lumière, par exemple, c'est mieux qu'il y aille lui. Enfin, on essaie de gérer en fonction des dispos de chacun. Si, je sais pas, il a trop de montage à faire, trop de retouches à faire, c'est peut-être mieux que je vienne à la location. Enfin, d'accord. On essaie de s'arranger. Et ça vous arrive souvent de dire non à un client parce que tous les deux, vous êtes sollicités au studio? Alors, non, pas souvent. C'est assez rare. On essaye quand même aujourd'hui d'être assez flexible par rapport à tous nos clients. On essaye de souvent répondre à toutes les demandes qu'on a. Si jamais on est dans l'incapacité de trouver un créneau pour le client, on trouve toujours une solution de dépannage, on le fait venir et en fait toutes les installs sont prêtes. Ou alors il y a forcément un assistant qui est là. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, en fait, on propose un assistanat, même si nous, en personne, on n'est pas là. En fait, on a toujours quelques équipes de backup qui nous aident derrière. On a la chance de connaître un peu de monde, d'avoir des gens qui nous soutiennent aussi. Donc du coup, de temps en temps, on va leur montrer, oui, ça fonctionne comme ça. Ou c'est des gens qu'on a déjà formés en amont. Et en fait, il y a toujours quelqu'un qui s'y connaît légèrement en lumière, mais on demande à l'avance au client ce qu'il souhaite faire. Comme ça, on lui prépare tout à l'avance. Au moins, le technicien qui est sur place, il galère pas trop, parce que comme nous, on a beaucoup plus de compétences, entre guillemets, pour ça, ou même des fois, ça nous est arrivé que, par exemple, on aille en tournage, et que le tournage, il se passe à 10-20 minutes d'ici. Donc du coup, je vais faire un aller-retour pour m'assurer que ça se passe bien. Si jamais le client il nous appelle, je serai toujours flexible à venir ici. En fait, on essaie d'accompagner tous nos clients de la même manière. Oui. Pas de favoritisme. Et puis surtout, comme on a des clients assez fidèles qui viennent au studio,
Du coup, on essaye d'être le plus flexible pour eux, parce que du coup, bah, la fidélité des gens, nous, c'est le plus important. C'est que eux, ils aient leurs photos, qu'ils soient contents de chaque location. Et nous, c'est vraiment la touche la plus importante, parce qu'il y a beaucoup de studios photos qu'on connaît, qui juste te laissent le matériel là. Nous, malheureusement, on n'a pas ce même accompagnement-là. On a un accompagnement du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'aussi, par moment, il y a des clients qui sont surpris que bah il y ait 2 personnes par moment, parce que bah on doit travailler aussi un peu de notre côté. Et en même temps, 2 personnes qui te montent la lumière, qui te descendent les fonds et tout, ça fait direct plus propre et ça fait plus vite aussi, tu vois. C'est ça. Et puis surtout, on a beaucoup de demandes assez techniques en lumière par moment, et du coup, on arrive à reproduire au mieux et au plus fidèlement possible ce que le client nous demande. Ouais. Et en fait, on se rapproche de plus en plus de ça. Et à chaque fois, bah, si il y en a un qui est occupé sur un truc, il y a forcément quelqu'un d'autre. Donc il y a toujours une solution de dépannage. C'est un beau couple, quoi, tous les deux. Clairement, hein. Très bien lancé. C'est pas le mot, mais ouais. Calme-toi. Ouais. Et pas encore. Voilà. 2025. Les objectifs sont lancés, hein. Moi, je dis ça clairement sur Focus. Voilà. Révélation. Bah, bon, bah, je pense que je le note bien quelque part. Je viens d'assister à un beau moment. Allô, maman? Ouais. Alors, c'est pas ce que tu crois. Non, ne regarde pas les écrans parce que voilà, il y a un passage particulier là. Mais du coup, là, dans ce studio, est-ce qu'il y a déjà eu des dingueries? Quand j'ai des dingueries. Le moment bitchage, le moment potin. Les anecdotes, je sais pas, voilà. C'est dur. Alors, du coup, lui, il est caméraman à la base. Voilà, c'est tout. C'est ça la dinguerie? Non, mais. Ouais, non. Je crois que la plus grosse dinguerie, c'est moi. Ouvrez pas de studio si vous êtes maladroit. Ouvrez pas de studio si vous avez des troubles de l'attention. Et ouais. Ouais, d'accord. C'est. Ouvrez pas. Ouais. Je comprends mieux pourquoi le matériel il doit être renouvelé à chaque fois aussi. Ouais, c'est juste ça, c'est moi. C'est juste lui qui casse. Il est là, il est embauché pour casser. En fait, il y en a un qui achète et l'autre qui teste la garantie en fait. C'est ça. Pour être sûr que ça marche. Ça marche bien, tu vois. C'est costaud. Bah ouais. Bah je ferai pas de pub pour des marques de résistance de téléphone, des trucs comme ça, mais voilà. Ouais. Non, en vrai, tu veux dire quoi par des dingueries? C'est comme quoi, par exemple? Je sais pas, par exemple, là, comme Marc t'expliquait tout à l'heure, si vous avez une prestation qui est à 10 minutes d'ici, tu laisses le client qui est en train de faire son shooting, je sais pas, à un moment donné, il met la lumière tellement chaude ou il casse un truc. Les anecdotes. Les anecdotes, quoi. Je sais pas. Vous avez forcément des anecdotes. Moi, s'il casse quelque chose au studio, je pense qu'ils auraient pas les leviers financiers pour rembourser. À partir il peut se casser. Non, mais il peut se casser. Mais en fait, le truc, c'est que en guillemets, mais toutes les lumières, tout ce qu'on a acheté, ça a un certain prix. Même si c'est sous assurance, il y a aucun souci. Mais à partir du moment, on aime bien dire ça ici, tu casses, tu payes. Ah oui. À partir du moment où le truc coûte plus de 1000 balles, tu casses, tu payes, 1000 balles, c'est 1000 balles, tu vois. Donc du coup, bon, problème de casse, non, ça va. Ça dépend. Ça dépend quand t'es bourré ou quoi. Mais... Ah oui, parce qu'il y a des gens bourrés qui sont déjà venus dans le studio. Parce que ça peut être intéressant. On a de la chance. Franchement, on a que... C'est artistique. C'est... Ouais. Ça, c'est pas justifié, ça. La photo, elle est pas ouf. Non, c'est... parce que je regarde pas dans le viseur. C'est flou, là. Non. Artistique. C'est fait exprès. J'ai calculé la vitesse et tout. De grosses années, non. En vrai, on a la chance d'avoir des clients quand même assez clean. Ouais, ça, j'ai tout. Des fois, tu sais, tu leur dis, ouais, mais t'inquiète, on le tourne, et le mec, il va tourner tout seul, tu vois, c'est la seule dinguerie qui va se passer. Mais, vu qu'on assiste, on évite que justement, ce genre de choses se passent. On a beaucoup de débutants, en fait, ici. Des personnes, peut-être, c'est leur première fois en studio, ils ont peur, ils osent pas toucher, et du coup, ils sont rassurés. Ouais, il y a des gens pour m'aider, et enfin, ça va. Ouais. Après, dinguerie, là, comme ça, j'ai pas. Mais peut-être des impayés, des choses comme ça. Ouais, bah oui, totalement. Ça rentre dedans. Hein. C'est des impayés. Ouais. Là, le sujet qui fâche, là. Toi d'abord, voilà. Mais sans donner de nom. Chacun va raconter son... Non, c'est pas tant des impayés. Je pense que si j'ai une anecdote, peut-être, ça peut être sympa, sans citer nom ou quoi que ce soit.
En gros, il y a eu un jour une location où on était beaucoup à l'extérieur. Ok. Et souvent, en fait, quand il y a beaucoup de monde, comme on est au rez-de-chaussée, on ouvre les portes et tout pour que ça soit un peu plus fluide. Mais ça tombait bien, c'était l'été. Et donc, du coup, nous, notre équipe à nous, on était sous cette fenêtre-là et on mangeait tranquillement. Et il s'avérait qu'il y a eu un problème entre les make-up artistes, les coiffeuses et tout, ils se sont embrouillés entre eux. Ah oui, d'accord. Et ça a retardé énormément le shooting. Et en fait, à chaque fois, et c'est ça le problème en studio et quand vous faites si vous faites des aussi grosses équipes, si vous vous concertez pas avant et vous mettez pas les points d'accord, en fait, se disputer et se rentrer dedans, à chaque fois, ça mène à des problèmes. Oui, bah forcément. Du coup, il nous arrive des fois qu'il y a des gens qui se disputent, il y a des gens qui s'entendent pas sur des trucs, donc Qui du viennent coup, pas. ils font la gueule, ils viennent pas. Ouais, totalement. Ça peut être intéressant, ça. Ouais, une personne qui book, je crois, c'était pour une marque ou je sais plus, elle est là, ses vêtements sont installés et tout, elle reçoit un message, ouais, finalement, je peux pas venir, le photographe. Ah, le photographe en plus. Waouh. Parce que là, pour le coup, c'était qui avait réservé le studio? On va pas donner de nom, mais c'était la modèle. Ouais, voilà, parce que si c'est le photographe qui réserve et en plus de ça, Je me souviens, c'était pour un concours, la photo, elle devait être faite en urgence, quoi. Ok. Elle devait envoyer la photo. Il n'y a pas le temps de rebooker. Bah, déjà, elle est déjà sur place, elle a déjà payé, nous on est là. Et non, il n'y a pas de photographe. Du coup, elle appelle des amis. Ouais, le jour même. Elle appelle des amis, ouais, tu peux venir, machin, non, je peux pas. Au final, ça s'est fini en, attends, tu fais de la photo, toi? c'est là où tu peux avoir des clients. Vous étiez là. Puis les photographes, c'est très bien. Ouais. C'est un studio photo avec le service de photo. Il a sauvé la cliente ce jour-là. Waouh, elle a dû être hyper reconnaissante, non? Ouais, pour le coup, Ça ouais. dépend. Par exemple, ça vous est déjà arrivé des photographes qui viennent et parce que eux aussi, il leur arrivait une merde dans le sens où ils ont oublié leur carte SD, de la batterie, que là vous mettez. Ça tombe bien, Vital, il oublie tout le temps ses objectifs. On va parler de toi, en fait. De temps en temps, même appareil photo. Même l'appareil photo. Bah après, j'avoue. Tant que toi, t'es là. Photo, clairement, celui que j'avais avant, ok, j'arrive à faire des dingueries avec, mais en studio, c'était pas pour moi l'appareil photo qui était adapté pour. C'était donc, j'ai vu mieux. Ok, qu'est-ce que je fais? Je fais des yeux doux et puis. Ouais. Mais souvent les yeux doux. Hein. Bah écoute, même pas, voilà. Moi, j'ai un autre problème aussi. Et d'ailleurs, je veux votre avis sur ça. En fait, parfois, il y a des photographes qui viennent et tout. Donc, on essaie de les aider, machin. Je sais pas. Imaginons, ils travaillent pour une marque. Et là, on voit sur la caméra, il est à 15 000 ISO. Vous faites quoi? Vous lui dites ou pas? Parce que si vous le dites, ça l'humilie un peu devant la cliente. Mais si vous lui dites pas, bah, c'est chaud. Le résultat, il sera pas ouf. Vous ferez quoi? Tu vois, c'est quoi ou pas? En fait, 15 000, c'est ce que tu mets quand t'es, je sais pas, déjà tu mets jamais ça parce que tu auras du grain de fou. Ah, c'est très dur. En fait, t'as une sensibilité. En gros, les ISO, c'est la sensibilité de ta caméra. Et quand tu la mets à fond, le problème, c'est que ça t'emmène du grain. Oui, ok. Beaucoup de lumière aussi, tu vois. Les espèces de points, des gros points, bah, en fait, quand t'es à 15 000, il y a que ça. Ok, Voilà. Le truc, c'est que tu mets ça normalement quand t'es, je sais pas, la nuit, vraiment très très tard, il y a zéro lumière. Sauf que là, il y a des lumières. Et il y a des photographes qui ont déjà fait ça? Ouais. Toi, tu fais quoi, Vital? Tu fais quoi? Tu le dis ou pas? Clairement, Tu le dis. non mais je lui dis au début. Tu dis comment? Bah, je sais pas, je vais lui dire, je sais pas si peut-être t'as déréglé ton appareil photo, mais là, je vois que en ISO, t'es à 15 000, quoi. Et maintenant, à lui de l'encaisser comme il faut. S'il est en mode, il fait le mec ou elle fait la meuf et qu'elle continue à shooter, bah, voilà. Je le dis, non mais clairement, voilà. Le dire quand même. Bah, regarde, simple anecdote que j'ai eu aussi il y a pas longtemps en studio. C'était un matin, j'étais vraiment endormi, hein, clairement. Mais vraiment, mais clairement. Bah, ma vitesse d'obturation. Ah ouais, il parle de survie. Bah, justement, t'étais là en plus. En fait, la vitesse d'obturation, c'est vraiment, on va dire, ton déclencheur quand tu prends ta photo. Il fait ça. Voilà, t'as le volet qui s'ouvre et ce qui ferme.
Et moi, en plus de ça, j'étais en hyper mouvement dans ma photo, j'étais bien inspiré et tout. Et à un moment donné, Marc, il me dit, mais ta vitesse de suration, là, t'es à 20, là, ça va? Je suis en mode, ah oui, ok. Et le pire, c'est que je regarde les photos et elles étaient toutes blanches, alors que j'en avais fait vraiment une bonne cinquantaine. Oh là là. Ah, mais j'ai Heureusement, tu vois, donc faut bien le dire. ouais, faut le dire. Ah, ça dépend quand. Parce que vraiment, t'as des gens, ils sont culottés. Mais ils le prennent mal. En fait, c'est ça le truc, c'est que Beaucoup d'ego dans ces métiers. Hein. il y a énormément d'ego. Et quand t'arrives à mettre l'ego de côté, ça te permet de mettre la place et le nom sur le fait que t'es pro, tu vois. Alors, si t'arrives à mettre ton ego de côté, c'est bon. Mais pareil, tu vois, il y a quelqu'un qui shoot une marque ici. Elle est venue, nous prévient, enfin, c'est un shooting assez tard. Il nous prévient, ils installent les trucs. Et on se dit, bah, il y a bien le photographe. En fait, le mec, il allait shooter au téléphone. Ok. Mais du coup, il a pris un appareil photo. Et il a fait de la grosse D. Comme ça. Et du coup, les photos, on les a jamais vues. Il n'y a pas de souci dessus. Mais en fait, du coup, nous, à chaque fois, on demande aux gens de nous taguer. Comme ça, on peut repartager, donner la force aussi, à notre manière. Mais en fait, les photos, on les a jamais vues. Et à mon avis, je pense savoir pourquoi. C'était pas exploitable. Mais du coup, toi, côté maquillage, ça, je pense que clairement, il y a énormément d'anecdotes. Beaucoup d'anecdotes. Il va falloir que je choisisse. On va dire. Alors. Mets-nous dans la sauce de ça. Non, alors il y aura pas de noms qui seront dits ici. Ah mince. Mais j'hésite entre deux. Alors, il y en a. Je pense que je peux raconter les deux, mais du coup, je vais raccourcir vraiment. Il y a une fois où j'avais un tournage sur Paris, justement, vers Montmartre. Donc, escalier, voilà, vraiment en extérieur. Équipe américaine. Donc, première fois de ma vie que je bossais avec des Américains, avec une équipe américaine. C'est pas oui, ça, c'est pas le... Enfin, on bosse très souvent en anglais. On est amené à parler anglais tout le temps dans ce métier. Mais là, c'était vraiment une équipe américaine qui venait à Paris juste pour ce tournage. Court-métrage, en plus, assez modeste, peu de budget. C'était à mes débuts, il n'y a aucun problème. Il fallait faire des images avec grand plaisir. On arrive premier jour. Premier jour, c'était dans un appartement. Je vous la fais très courte. L'assistant réal, donc celui qui, pour ceux qui ne connaissent pas, celui qui est censé vraiment manager tout le tournage et le maître du temps du tournage, s'endormait régulièrement. C'était à nous de demander où on en était. Enfin bref. Donc ça, c'est juste le jour 1. On arrive au jour 2, ça a duré 3 jours. Jour 2 et jour 3, on arrive donc vers Montmartre. Et là, donc toujours cet assistant réal qui était extrêmement étrange, extrêmement spécial. Mais bon, j'ai essayé d'être le plus pro possible, donc je ne disais rien et je faisais juste mon travail. Et là, il était sur son ordinateur en haut des marches. Okay. Et on l'appelle pour je ne sais quoi, parce qu'il était censé quand même bosser. Et je devais... donc, on était en extérieur, donc j'avais pris un sac à dos que j'avais ouvert au niveau des marches avec tout mon matos. Et j'avais installé les deux comédiens à s'asseoir. J'avais invité les deux comédiens à s'asseoir sur les marches pour que je puisse les maquiller. Donc, le sac est ouvert, tous mes pinceaux sont ouverts, tous les produits sont ouverts, tout est ouvert. Ouais. Le bal, il est ouvert. Justement, il se lève, vraiment, donc on est en haut des marches, faut voir vraiment le truc. Moi, je suis en bas parce qu'en plus, il nous avait demandé évidemment de faire de la figuration, qui est tellement peu de budget au dernier moment. Enfin, je vous passe vraiment beaucoup de détails. Le gars se lève et vraiment, je vois de loin mon sac descendre toutes les marches. J'étais là, non. Et vraiment, tout est tombé. Et c'est même pas ça, parce que ça arrive, on peut être maladroit. Vraiment, il descend et je sens dans son regard un moment de vrai questionnement intérieur de est-ce que je ramasse? Je sens vraiment, il se passe des longues secondes pendant lesquelles vraiment il ne ramasse pas. Il finit par ramasser, il y a mon téléphone également qui tombe. Et vraiment, il balance. Donc, mes pinceaux étaient rangés dans une petite boîte à pinceaux. Ouais. Pas du tout. Il a vraiment tout balancé comme ça, tous mes trucs ouverts. Vraiment, il s'en foutait complètement. Et mon téléphone est resté par terre avec 2-3 trucs encore. Il n'avait pas tout ramassé en plus. Donc là, j'avais le choix entre clairement péter les plombs ou rester pro. Il y a la chef-op qui était une femme de l'équipe américaine, mais qui était la seule qui était vraiment hyper sympa avec
2 personnes françaises, pardon, qui étaient hyper sympas aussi. Et donc, cette chef-op me regarde vraiment avec un regard de « s'il te plaît, ne pars pas, même si je comprends. » Voilà. Et donc, je décide de fumer une cigarette et de me calmer. Ne fumez pas. Et de me calmer. Et je suis restée pro jusqu'au bout. J'ai vraiment serré les dents et je ne lui ai juste pas adressé la parole pendant tout le... Bah, tu m'étonnes. Ah, mais c'était vraiment... Il était là que pour... vraiment, c'était... Pour remplir son chèque. Mais je crois qu'il connaît pas Paris. Hein. Tu laisses pas le téléphone 1 minute par terre. Oui, en plus. Bah, c'est ça. En plus. Mais après, ça tournait dans les parages. Mais c'était vraiment... Et je vous passe vraiment 45 anecdotes comme ça dans ce même tournage. Oh là là là, c'était un court-métrage d'anecdotes. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Au final, elle n'avait même pas tagué, tu sais. Mais non, on a reçu... Là, je viens de recevoir il y a à peine une semaine. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Je viens de recevoir il y a à peine une semaine parce que j'ai demandé à l'ingé son s'il avait des nouvelles. Et bon, en plus, c'est en noir et blanc. Enfin, après, le court-métrage est... Ah oui, d'accord. Ouais, mais c'est noir et blanc. Donc, non, mais c'est... ouais. C'est terrible. Passe de ouf le make-up, non? C'est une façon de travailler différente. Ok. Mais c'est assez... Et l'autre anecdote qui sera beaucoup plus courte, disons que j'ai écouté mon instinct. Et ça, je tiens à le dire pour toutes les maquilleuses, tous les maquilleurs, les coiffeuses, les coiffeurs, peu importe. Mais aussi beaucoup les femmes, malheureusement, parce que dans ce milieu, les mannequins aussi surtout. Écoutez votre instinct. Si vous le sentez pas, n'y allez pas. Vraiment. Je serais aussi catégorique que ça. J'avais mon instinct donc, il y a un réal qui m'a approché pour travailler sur un long métrage. Ok. C'était à mes débuts aussi. Donc, heureusement, j'ai une certaine connaissance en étant comédienne avant de comment se passe un tournage. Donc, il faut avoir évidemment une feuille de service avant, qu'on est censé avoir. Bon, bref. Normal. Voilà, la base, normalement, avant de commencer un tournage. J'avais pas toutes ces infos. Donc, j'avais vraiment un instinct qui me disait n'y va pas. Mais évidemment, le côté un peu rêvé de j'ai un long métrage, c'est incroyable, ça me faisait rêver. C'est la première fois. C'est ça. Et en fait, la veille, je devais partir vers la Normandie pour le tournage. Ah oui. Et en fait, normalement, je fais ma valise toujours la veille, voilà. J'anticipe tout. Et là, ma valise n'était toujours pas faite. Il était 23h. Ça s'appelle. Et en fait, c'est ça. Ça peut être aussi de la flemme. Mais là, c'était mon instinct, mon corps qui bloquait, qui savait qu'il fallait pas y aller. Et donc, mon corps ne voulait pas bouger. Et en fait, j'ai appris plus tard en faisant des recherches, car j'ai des amis qui sont des très bons stalkers. Soyez très bien entourés aussi dans ce milieu, c'est important. Et donc, elles ont trouvé, il et elles ont trouvé des infos comme quoi la personne était recherchée. Voilà. Il y avait plusieurs plaintes. Il y a eu un reportage. Ils m'ont ressorti des extraits de reportages sur TF1 ou M6. Sur cette personne qui est un mythomane professionnel, qui a arnaqué je ne sais combien de dizaines de personnes. Attends, ça me dit un truc là. J'ai le nom. Je vous le dirai en off. Mais c'est un truc un peu à la Dahmer, là, comme ça, là. Ah, mais c'est terrible. Après, il avait pas l'air dangereux physiquement. Mais bon, étant une femme et comme j'avais aucune info sur qui il y aurait d'autres sur le tournage, donc j'ai bien compris qu'il y aurait personne d'autre que lui et moi. Donc, j'ai eu un peu... Long métrage. J'ai un peu peur. Ouais. Donc, suivez votre instinct. C'est très important. Même demander, si vous avez un doute, demandez. Ouais. Je vais faire des photos avec telle personne, tu le connais ou... Ouais. Un peu, ouais. Complètement d'accord. Très important. Il faut vraiment se soutenir et être dans la bienveillance totale et ne pas avoir peur de demander, de poser des questions, de se renseigner et c'est important. On m'a dit qu'il y avait un test. Non, vas-y, d'abord. C'est parce que les choses comme ça peut arriver très vite. Hein. Ouais. Parce qu'il y a je balance personne, tu vois, mais il y a quand même plein de photographes qui jouent sur le fait que, justement, ils sont photographes et qu'ils ont cette force sur certaines femmes qui n'ont pas confiance en elles déjà de base et qui leur disent moi je te fais les photos et après tu me dis quoi. Ouais. Et ça passera pas sur YouTube. Ça passera plus sur YouTube. mais et contre des faveurs. Voilà. Mais vraiment avec un assez gros ascendant psychologique. Oui, il y a une emprise, hein. Et quand les modèles elles me racontent ça et qu'ils vivent l'expérience avec les autres photographes, et moi je leur dis
Bah, en fait, c'est pas normal. Et tu sais, après, elle me dit, moi, j'ai kiffé de ouf le shoot avec toi. C'est pas normal. Et moi, enfin, tu sais, c'est un échange, quoi qu'il arrive. Quand tu fais des collabs ou quand tu fais des trucs avec des clients, nous, on a des clients comme leurs pieds, mais on les aime, tu vois. Mais il y en a d'autres, Oui, ils apprennent. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, c'est comme des fois, on vient avec tout un matériel dans des grands hôtels. Au final, on fait rien, tu vois. Ah ouais. Mais on est quand même payé. Mais après, tu vois, genre, ça nous frustre, nous. Parce que, De fou, non, mais oui, bah oui, parce que vous visualisez un certain résultat, mais au final, ouais, non, si, je vois. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, là, sur le côté identifié, donc sur les réseaux sociaux, parce que le fait de poser la question à quelqu'un pour avoir un retour sur son travail, c'est parce que soit le photographe ou la modèle a identifié et du coup, on vous a dit, tiens, c'est quelqu'un que j'ai choisi aléatoirement à qui je posais la question. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé justement? En fait, la question, elle arrive là. En fait, là, est-ce que justement, vous arrivez à des situations où il y a des personnes qui partagent des photos, donc que ce soit dans le studio, qui ont fait des photos et tout, et qui ne vous ont pas identifié? tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Mais du coup, après, c'est un bras de fer. Tu vois, je leur dis, écoute, si tu me tagues pas, rendez-vous ce soir en mode chez toi. Ça menace direct. Ouais, de ouf. Non. Après, tu vois, comme moi, en tout cas pour ma partie, c'est que moi, je fais des photos avec plein de gens. J'ai fait beaucoup de collabs. Mais tu vois, il y a des fois où même jusqu'à les gens, ils retouchent ta photo et ils les postent sans taguer sur le truc. Et moi, je leur envoie, je leur dis, écoute, c'est pas honnête. on va. Après, il y a des gens qui ne savent pas aussi ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Après, Mais du coup, là côté maquillage, c'est quelque chose auquel tu es beaucoup confronté aussi, dans le sens où il y a un projet, mais la photo, elle est partagée, on oublie carrément. Oui, beaucoup. La maquillage. Après, ça dépend. Si c'est des collabs, en général, j'ai appris à sélectionner. J'ai appris à dire non. J'ai appris à savoir ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas dans les styles, pour le coup, dans les pattes des photographes. Donc, mes collabs, je les sélectionne beaucoup plus. J'en fais beaucoup moins. J'en fais quasi plus, d'ailleurs. Mais quand j'en fais, je sais avec qui je travaille. Je sais exactement le résultat que ça va donner. Et je sais que je vais utiliser les photos. Donc, ça ne m'arrive plus de ce côté-là. En revanche, j'ai un métier qui est un métier de l'ombre. Donc, l'identification, les travaux. Je fais partie des métiers de l'ombre et avec grand plaisir d'ailleurs. Donc, c'est normal et logique et c'est le jeu, on va dire, de ne pas être tagué sur tout ce qui est marque, etc. Après, il y a certaines marques qui le font et il faut vraiment les en remercier, mais c'est assez rare quand même. Ok. Parce que c'est derrière aussi, à travers ça, que ça te ramène aussi du client. Parce que moi, je vois un maquillage qui a été fait, je vois, ok, en fait, le résultat, il est incroyable. Du coup, hop, je vais essayer d'aller la voir pour un projet qui pourrait se rapprocher de ça. C'est sûr. Après, niveau make-up, on est quand même amené à faire des make-up assez pas simples à réaliser, mais en tout cas, où le résultat paraît simple, assez naturel. Okay. La plupart des marques demandent des choses assez simples en termes de résultats, des choses assez naturelles. Donc, de là à avoir, en voyant ce genre de photos, par exemple, je pense à du e-commerce ou à des marques de vêtements, peu importe, on va pas se dire waouh le make-up. En revanche, dans ce milieu, je pense que c'est pareil, c'est du bouche à oreille, mais alors pour moi, c'est du 95% bouche à oreille. Ouais, beaucoup. Comment tu différencies du coup une bonne maquilleuse et une un peu moyenne si au final vous devez faire le même résultat Je pense que techniquement, il y a quand même une différence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus de technique que d'autres. Mais je dirais que le plus, c'est dans le comportement et dans l'adaptabilité. Okay. J'ai vu, j'avais été sur une sorte de défilé qui est encore une autre anecdote que je ne raconterai pas, ce sera pour une prochaine fois peut-être. Prochain épisode. Exactement. Mais il y avait, donc on était plusieurs maquilleuses, et on voyait, la différence entre ce que moi je pourrais appeler les pros et les autres. Déjà en termes d'hygiène, je voyais des choses qui n'étaient pas normales. Voilà, des pinceaux qui n'étaient pas nettoyés, qui étaient utilisés pour des personnes différentes, c'est ça. Vu que c'est le bleu, t'inquiète. Ouais, c'était terrible. Et puis des techniques qui étaient absolument pas adaptées à la demande, qui étaient un défilé. Donc, c'était des choses
extrêmement glowy, très naturel, où on voit clairement le grain de peau, etc. Et en fait, c'était je dirais une maquilleuse des réseaux sociaux. Donc vraiment la chose extrêmement chargée en termes d'épaisseur de teint, très contrastée. Vraiment ce qu'on voit sur les réseaux, qui peut être très très beau sur les réseaux, mais dans la vie ou en tout cas dans le métier, dans les domaines dans lesquels ça s'est demandé, ça ne va pas du tout. Donc en fait, je pense que ce qui différencie une bonne ou un bon d'une mauvaise ou d'un mauvais maquilleur, ce serait quelqu'un qui ne sait pas s'adapter à la demande. Ok, attends, je te vole ton taf parce que depuis tout à l'heure j'ai envie de poser des questions. C'est horrible. Parce que tout à l'heure on parlait de collaboration, etc. Et t'es le chef, t'es le président de Portrait FR. T'as vu, je veux juste le gêner, je veux qu'il rougisse un petit peu. Viens, on le gêne. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, ça va? Ouais. Il y a assez trop de lumière sur moi. Justement, tu dois gérer un petit peu les collabs parce que tu mets en relation des photographes, des maquilleuses, des modèles. Comment tu fais pour que ça se passe bien alors que t'es pas là? En fait, généralement, avec la page Portrait FR, ce qui est intéressant, c'est que on est sur cette page une sorte un canal où on entend aussi beaucoup de choses, que ça soit du côté photographe ou côté modèle ou maquilleuse. Et du coup, en fonction de ça, tu sais que cette personne, tu vas l'orienter et quoi, clairement. Parce que en fait, une personne peut dire un truc. C'est aussi important à savoir, mais quand il y a plein de personnes qui vont remonter la même personne, là, tu te dis, en fait, il n'y a même pas de question de doute, il n'y a même pas de... Tu vas pas le convier, tu vas même pas le partager, en fait, sur la page. Dis, ouais, désolé, je peux pas trop... comment... Non, même pas, en fait, comme on dit, généralement, c'est ça, en fait, le silence s'en dit long. C'est une réponse. Le silence, c'est une réponse. C'est totalement ça. Et du coup, une fois, la personne va voir ça, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, elle lâche l'affaire. Il faut qu'elle se remette en question aussi. Si tout le monde dit la même chose sur toi, c'est que c'est peut-être toi le problème. C'est ça. Après, on cite pas des noms non plus sur la page. C'est pas pour dire que voilà, il y a tel nombre de personnes qui ont dit ça de toi, etc. Non, en plus, là, à côté d'une anecdote, mais clairement, ça nous est déjà arrivé une fois pas qu'on a pris parti, mais on a agi directement via la page en mode, voilà, tel photographe, il fait ça. En intervalle de 15 minutes, le compte de la personne avait sauté. Sauf que pour le coup, c'était, lui de l'autre côté, c'était une sorte de diffamation dans le sens où pourquoi nous on prend parti et qu'on arrête son business, du coup il va porter plainte. Et en fait, on était dans une situation, on était en mode, techniquement, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de preuves palpables parce que les gens ils ont dit, on n'est pas la police pour oui, on n'est pas là. C'est la justice des réseaux sociaux. C'est important en même temps quand même. C'est totalement. D'arrêter les gens avant même. La justice est tellement longue. Exactement. Et ce qui était intéressant justement, c'est que nous, on a utilisé l'effet de pression sociale en disant, tu vois ce que rien que là, en intervalle de quelques secondes, ton compte il a sauté. Là, par contre, la prochaine fois, si on entend encore un truc, on continue là-dessus. Et je pense que ça a joué sur le comportement et du coup derrière. Voilà, avec les personnes concernées, etc., il a fait les démarches comme il fallait avant que ça aille plus loin, quoi. Donc, voilà, on est un peu... Ouais. On entend un peu de tout sur les collaborations, mais en même temps, faut être prudent. Voilà, on voit aussi les univers de chacun et on arrive aussi à mettre en correspondance, en quelque sorte, les différents profils. Mais par contre, il y a un truc très, très, très qu'on a beaucoup remarqué. Il y a beaucoup de maquilleuses, de maquilleurs qui ont envie de se mettre en avant ou qu'on parle d'eux et tout. Parce que sur la page, quand on demande, ils sont où les photographes? T'en as 50 000 qui se manifestent, les modèles 50 000. Mais on sait qu'il y a une bonne base de maquilleurs, de maquilleuses sur la page où personne ne se manifeste. Ah ouais? Ouais. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi un autre point, c'est que en tant que photographe, tu as envie de faire un truc, tu le fais. Enfin, tu vois, tu crées ton projet. Mais peut-être que les maquilleuses, elles ont moins tendance à créer des projets. Ouais, on est moins à l'origine des projets. Okay. On est souvent au service d'eux, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a même, la plupart du temps, on a déjà un mood board make-up. C'est-à-dire qu'on n'est même pas à l'origine, à l'initiative de la partie make-up, de la partie créative en tout cas. Donc, moi, ça me va totalement parce que j'aime mon métier dans tous ces aspects, donc c'est génial. Et mes collaborations, justement, je les fais avec des photographes qui me laissent créer. Okay. Donc, c'est pour ça que ils se reconnaître.
Mais du coup, c'est vrai que je pense, si des make-up ne se sentent pas liés avec un certain univers d'un photographe ou d'une DA, je peux comprendre aussi que ce soit beaucoup plus difficile de faire des collabs, sachant qu'une collab, ça quand même, enfin, on l'oublie, mais c'est quand même un temps énorme. Un échange, évidemment, c'est hyper important. Il faut commencer par là, il faut continuer d'ailleurs. Mais ça reste quand même une énorme... Enfin, c'est souvent sur une journée, une demi-journée. Ça prend du temps, il y a de la prépa. Exactement. Ouais. Donc, c'est important de bien les choisir et d'être... Mais après, on peut quand même créer soi-même des choses et appeler nous-mêmes des photographes, etc. Mais c'est très rare. Quand même. Ok. Ouais. Moi, j'ai une question. Comment ça se passe, du coup, une collaboration entre vous? Ça tombe bien, on prend pas de collab. Non, je un projet, il se construit, vous avez besoin d'une make-up artiste, photographe et tout. Comment vous coordonnez? Ça part de quoi jusqu'à sa réalisation? Alors, attends. Je commence le début du début. Au début, on fait un achat compulsif. Okay. On se dit, putain, on a un nouveau truc, mais il faut le tester. Et voilà, ça commence comme ça, puis... Et bim, un projet. En vrai, il a pas tort sur certains points, mais c'est juste parce qu'on doit améliorer certains points. Mais en vrai, moi, quand je fais mes collabs, en général, j'ai une ou deux photos d'inspi, genre un truc que je veux faire. J'ai de la chance d'avoir un bon contact en modèle, mais de temps en temps, je passe par portrait. Et du coup, je cherche aussi des MUA en même temps. Et quand je taffe avec la MUA, bah, je la laisse faire son taf de MUA qui est de me proposer un truc. Parce que en vrai, la base de la collab, pour moi, c'est vraiment 50-50, mais pour tous les parties. Ce qui est bien, c'est que nous, on a le studio. Je fais pas payer la location du studio parce que c'est une collab. Enfin, j'ai pas que ça à faire non plus. Et du coup, on a la chance de shooter en intérieur et en studio gratuitement, sans avoir aucun frais supplémentaire en soi. Mais du coup, moi, je propose à la MUA, bon bah, j'ai ça comme image d'inspi. Je te laisse carte blanche pour faire ce que tu veux, mais montre-moi en retour ce que tu peux me proposer. Et après, on se met d'accord. Je dis, bah, j'ai tel modèle et tel modèle que j'ai. Est-ce que t'es chaud? On fait avec tel et tel modèle. On a parti sur cette robe-là. Allez, ok, on y va. Si elle est pas ok, je vais essayer d'aller dans le sens de la MUA parce que c'est pas un travail qui est facile. Parce qu'en vrai, MUA, c'est constamment des dépenses. Ouais. En vrai, c'est le make-up. Elles utilisent. Donc, en premier temps, je me sens quand même coupable de faire dépenser de l'argent à une MUA. Donc, du coup, je vais lui proposer ce qui lui arrange le. Ouais, ce qui pourrait correspondre à son. Parce que surtout que elle doit faire son book aussi. Moi, je suis pas le seul à être gagnant dans l'histoire. Une MUA, ça doit être gagnant dans l'histoire. La modèle aussi doit être gagnante dans l'histoire. Pour moi, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Si ça va dans un seul sens, je me dis il y a un problème et j'arrête là tout de suite. J'ai déjà shooté avec des gens où ça allait que dans un sens. Je leur ai dit écoutez, moi je vous rends les photos, mais on travaille plus ensemble, c'est fini quoi. Mais ça me permet aussi de voir avec qui je peux travailler en pro. Parce que du coup, bah moi, je fais en guillemets un peu de la prospection pour mes futurs tournages, pour nos futurs tournages. Je leur dis bon bah si t'es chaud la prochaine fois, je vois un peu ce que t'as fait. Vas-y sur tel et tel tournage, si j'ai besoin de toi, donne-moi ta grille de tarifs. Et même pour le studio, là, ce qu'on essaie de développer, c'est aussi un service de MUA directement intégré au studio. Donc, on essaye de voir des grilles de tarifs, un peu renégocier. Et après, bah s'il y a des MUA, enfin s'il y a des clients à nous qui cherchent des MUA, bah moi je veux louer de temps en temps. Ah bah tiens, je te passe la grille de la MUA. Vous voyez avec elle directement. Tu vois. Ouais, il y en a beaucoup qui font ça. De nos différents packs qu'il y a au studio, on propose aussi le pack des MUA. On est en constant recherche de beaucoup de choses pour faire en sorte que déjà de 1, le studio, on propose un service que chaque studio ne propose pas forcément. On se démarque de 1 par notre prix et on se démarque surtout par toutes les options qu'il y a gratuitement ou en plus de ça payantes. Donc voilà. Mais au-delà de la collab en guillemets, mais la collab c'est vrai que ça va dans le sens de tout le monde. Mais voilà. Donc côté maquilleuse, est-ce que parce que tu l'as dit tout à l'heure, généralement c'est pas toi qui a l'initiative
d'un projet. Ouais. Toi, tu écoutes le besoin et tu dis, bah, OK, en vrai, c'est challengeant, je peux le faire, ou ça rentre pas vraiment dans ma vision. Ouais, c'est ça. Tu veux faire. Mais derrière, une fois que tu as le résultat, parce que là, c'est là où je veux en venir, c'est le photographe, il peut faire une retouche. Admettons, cette retouche, ça dévalorise le maquillage. Ça m'est déjà arrivé. Ou même en termes juste de colorimétrie. C'est ça. Ouais. Comment tu le prends? Est-ce que c'est quelque chose, parce que tu as passé ton temps et tout, la question est un peu longue, mais comment je le prends? Pas trop mal, déjà, je pense. Dans ce métier, il vaut mieux se détacher, prendre beaucoup de distance avec tout. Parce que sinon, ça rend fou, ce métier. Que ce soit maquilleur, tous les métiers qui touchent à la photo, à la mode, au tournage, etc. Tous ces métiers artistiques, il faut vraiment avoir de la distance, être bien entouré et avoir une santé mentale. Faut s'accrocher quand même, parce qu'on est amené à être face à des comportements qui sont complètement problématiques. On a un métier, en tout cas en tant qu'auto-entrepreneuse, qui est vraiment, c'est les montagnes russes émotionnelles constantes. On a des annulations du jour au lendemain. Bref, surtout en tant que MUA, vu qu'on n'est pas au service du projet, on est très très souvent annulé en dernière minute. On a très peu de sécurité, il y a très peu de lois autour de ce métier. On n'est pas protégé du tout. Bref, je passe les détails. Mais du coup, au niveau du résultat, c'est pour ça que je sélectionne maintenant les collabs que je fais et surtout les photographes avec lesquels je travaille, parce que je sais que ce ne sera absolument pas modifié, ce qui est un stress supplémentaire, puisque si j'ai, je sais pas, quelque chose qui commence à baver ou un rouge à lèvres rouge qui commence à tourner de l'œil un petit peu, ou même la modèle qui fait des grimaces, donc elle se touche beaucoup le visage, donc forcément ce sera beaucoup moins clean qu'au début. Il faut faire avec, il faut être très très perfectionniste sans l'être trop. Faut lâcher un peu prise parfois, justement, c'est ce qui me manque encore aujourd'hui. Mais il faut juste sélectionner les collabs avec lesquels les collabs qu'on fait, les photographes, les coiffeurs, les autres aussi, il y a pas que eux, et savoir comme ça. C'est de cette façon qu'on connaît en avance le résultat, sans avoir peur, et donc on peut travailler avec une certaine liberté, sans peur de qu'est-ce qui va se passer après, est-ce que ça va vraiment rendre comme j'aime. Et je pense notamment à une photographe avec laquelle je travaille beaucoup, qui fait de la beauté, qui est extrêmement douée dans ce qu'elle fait. Et vraiment, j'admire son travail. Et au niveau retouche, justement, c'est assez subtil et elle va jamais modifier un make-up. D'accord. Donc, si je me suis ratée, tant pis pour moi. Totalement. Mais ça m'oblige déjà à être beaucoup plus précise et puis à ne pas m'appuyer sur une retouche. Et puis, de toute façon, c'est de la triche. La retouche, c'est important dans la photo, mais pas forcément au niveau du maquillage. C'est important que ton maquillage soit... Puis même pour le photographe, il n'a pas à retoucher ton make-up. Il n'a pas que ça à faire. C'est pas son travail de faire ton travail derrière. Mais après, je pense que c'est bien aussi de demander à la MUA est-ce qu'elle a besoin de quelque chose pour son book. Je sais que c'est un truc qu'on fait souvent. Est-ce que tu as besoin de close-up pour ton book? Est-ce que tu as besoin ça, c'est hyper sympa. d'un angle? Je sais pas, je trouve que c'est le minimum. C'est appréciable quand les photographes par exemple, quand je fais de la photo de mode, peut-être que tu vas prendre beaucoup de plein pied ou tu n'auras pas forcément... Des fois, le make-up, on le verra pas forcément énormément. Donc, juste prendre, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes pour que la MUA ait ses photos, je trouve ça normal. Mais c'est hyper sympa. J'ai une question pour vous deux, d'abord. Il y a des questions pour nous deux. Est-ce que, depuis que vous avez ouvert le studio, il y a déjà eu un projet qui vous a marqué? C'est-à-dire, voilà, ce projet-là, le premier qui vous vient en tête. Un artiste, peut-être, que vous avez eu à shooter au studio, je sais pas. Silence radio. Ça viendra aussi pour toi. J'ai un peu plus de temps pour réfléchir. C'est ça. Après, ça dépend de la personnalité de chacun. Je pense, je sais pas toi, mais quand t'es un peu, t'as l'impression que c'est jamais assez bien. En fait, quand tu fais un projet, peut-être que tu vas voir tout de suite qu'est-ce que tu peux améliorer pour le prochain. Et du coup, le meilleur projet, c'est tout le temps le prochain. Parce qu'à chaque fois, c'est tellement ça. Tu ressens un petit peu la même chose parfois. C'est du perfectionnisme.
Ouais, et peut-être que c'est mauvais des fois. Où ils sont tous meilleurs, hein, tu peux le dire. Hein. Comme ça, tu mets tout le monde, tu vois, tout le monde est content quoi, de dire le projet et tout que j'ai fait avec lui, ça l'a marqué. D'accord. Donc, je pense que c'est vrai que c'est un peu. Ouais. En vrai, je pense que les pires projets, c'est les projets portraits, tu vois. Non, non, en vrai, il n'y a pas de. Ok. Enfin, tous, tu vois, si tu les kiffes pas, tes projets, vas-y, ça sert à rien. En fait, genre, quand tu kiffes ton métier, tout ce que tu fais, c'est du kiff. Okay. Et en plus de ça, c'est un métier, enfin, les métiers qu'on fait, c'est des métiers avec l'humain. Donc, du coup, en fait, partager du moment avec les gens et tout, ça n'a rien à voir. Genre, travailler derrière un bureau, ça, c'est chiant, tu vois. Ouais, mais nous, comme on est tous les jours avec du monde, on discute et tout, et qu'on fait ce qu'on aime, on a tout gagné déjà. C'est plaisant. Mais je pense même, tu sais, il y a des questions qui reviennent souvent dans les interviews. Ouais, c'est quoi votre rêve, machin et tout. Je pense aussi l'important, c'est juste, comme il dit, kiffer chaque moment. Enfin, faites un truc où à chaque fois que vous allez travailler, en fait, c'est trop bien, vous kiffez, vous avez envie vous attendez limite la prochaine journée. Enfin, voilà, ça dépend quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, mais l'argent, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est. On fait pas ce métier pour l'argent. Hein. Ouais. Au-delà du résultat. Il n'y a aucune sécurité financière. Chemin, donc, vraiment pas. Bah oui. On ne fait pas ça pour ça. Hein. Bon, en tout cas. Ah bon? Faites pas ça pour l'argent? En tout cas, un énorme merci à vous. Merci pour ce partage. Il était enrichissant, totalement. Et merci à vous qui avez regardé également cet épisode. Donc, il y en aura pas mal à venir sur la page. Donc, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker clairement la vidéo pour découvrir aussi d'autres professionnels dans le milieu de l'art pour échanger sur différents sujets. Et merci. Merci vraiment de l'invitation. Et Portrait FR surtout, pour ceux qui sont un peu timides, machin, qui osent pas démarcher, trouver des modèles, la page elle est trop bien. Vous allez dessus. Ouais, j'ai besoin d'une MUA. Non mais c'est vrai, c'est trop bien parce que derrière il filtre comme il dit. Donc ouais, franchement, allez-y. Du coup, moi je trouve ça trop utile. Il faut que tu lui passes le chèque. Ouais. Totalement. En fin de journée. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode de Focus. Let's go.